Alors, Supo, donc vous avez parlé des succès de la Chine, bien sûr, quant à savoir comment les Chinois ont réussi à transformer ce pays en deuxième puissance économique du monde avant de devenir la première puissance mondiale d'ici quelques années. Bien sûr, les récits, vous êtes surtout focalisé sur votre histoire, bien sûr, c'est celle que vous connaissez le mieux, n'est-ce pas? Bien sûr. Et là, maintenant, je reviens à ma question initiale. Supo, vous avez parlé donc du premier défi auquel est confrontée la Chine, qui est la corruption. Est-ce qu'on pourrait, vous pourriez en dire plus? Oui, bien sûr. Vous savez, en quoi est-ce que ça constitue un défi principal pour la Chine? Vous savez, un individu comme moi, dans le passé, dans la culture chinoise, on ne connaît pas la corruption. Donc, nous sommes grandis dans l'évolution culturelle. C'est une culture plutôt puritaine. À l'époque, de toute façon, notre famille vivait dans le 22 mètres carrés. on n'a pas presque dans le dénuement, n'est-ce pas? Dans le dénuement. Oui. On est tous des prolétariats. Il n'y a pas de notion de corruption. Et puis l'argent, c'était un sujet d'abou, sous Mao Zedong, bien sûr. Tout le monde est censé de servir l'État. On n'a jamais pensé à ses propres intérêts. Mais au bout de 40 ans, la Chine change. Donc maintenant, c'est un constat. C'est pas moi qui ai inventé. Bien sûr, tout le monde en parle. C'est le Parti communiste chinois qui a dénoncé. Il a des campagnes, il a des très grands cadres qui sont limogés, même qui sont maintenant dans la prison. Ça, c'est connu. Moi, j'ai pas l'intérêt de cacher ça. C'est connu pour le grand public. C'est un défi. Si l'autorité va guider le peuple comment dire, embrasser la renaissance de la nation chinoise, il faut relever ce défi. Donc c'est un défi. C'est comme dans la rue, j'ai entendu beaucoup de monde parler comment ça la peut... corruption. Mais c'est pas unique en Chine, mais en France aussi. Ça c'est partout, c'est humain. Il faut trouver un système pour contenir, pour lutter contre ce flux de la corruption. C'est pour moi, c'est fondamental. Ça, c'est un défi pour la nouvelle Chine. Vous en parlez comme d'un premier défi, en fait. Ouais. Et pour vous, si on ne résout pas ce problème, ce sera la fin du Parti communiste chinois, ce sera la fin de la nation chinoise. Mais c'est pas moi dit. C'est même Hu Jintao qui l'a dit, je me souviens. C'est Xi Jinping qui a dit. Même avant Xi Jinping, Hu Jintao, je me souviens. Bien sûr, mais dans le discours, dans ce 19e congrès du parti. Ah oui. Mais vous savez, pour nous, c'est vital. C'est pour ça que Xi Jinping est très apprécié en Chine. Il faut être chinois pour savoir comment il est apprécié. Parce que pour lui, sans merci. Il a dit que c'est pour le destin des 1,3 milliard de population. Moi, je ne peux pas me permettre de laisser quelques millions des cadres de faire n'importe quoi. C'est son propre mot. Donc, vous savez, c'est une lutte forte. Mais ceci dit, je pense qu'on a quand même vie maintenant dans la nouvelle Chine. Il y a des solutions. On va essayer de construire dans l'ordre encadré. Donc, il y a beaucoup de discipline. Chez nous, c'est la discipline qui s'implique. Pour moi, donc, cette lutte de corruption, c'est important pour construire une nouvelle Chine. Alain Frachon, qu'est-ce que vous en pensez de la lutte contre la corruption? Encore une fois, je reviens un peu au livre. Soubo s'interroge sur la légitimité du Parti communiste chinois. Et il ancre cette légitimité d'abord dans des acquis. D'abord, l'unité de la Chine pour la première fois, est à peu près unie. Voilà. Alors, je ne parlerai pas comme Xi Jinping d'harmonie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de conflits, de concurrence tous les jours en Chine. Donc, l'harmonie me paraît encore un idéal confucéen qui n'est pas encore atteint. Mais, si vous voulez, il y a ça. Il y a dans l'héritage qui fonde la légitimité du Parti communiste chinois, il y a ça. Il n'y a pas la guerre civile. Il n'y a pas de perspective de guerre civile. Il n'y a pas d'affrontement entre les régions. Donc ça, si on ne connaît pas des histoires comme celle de Soubo, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas. Donc il tire sa force du fait que, à tort ou à raison, c'est lui, le Parti communiste, qui incarne ça. Ensuite, le deuxième pôle de cette légitimité qui est plus récent, celui-là, c'est l'essor économique et social, et peut-être demain environnemental aussi de la Chine. Donc ça, c'est les deux piliers. Et ces deux piliers, comme l'ont dit les dirigeants chinois eux-mêmes, sont menacés par la corruption. La corruption menace la légitimité du Parti communiste chinois. Alors moi, je vous dirais que le développement économique... Et si on regarde l'histoire d'un pays comme la France, par exemple, le développement économique,
ça se fait jamais sans casse. C'est comme la décolonisation. C'est toujours violent et c'est toujours brutal. Il n'y a pas de développement économique harmonieux comme ça. Ça se fait toujours avec de la casse. C'est un rêve pour enfants. C'est un conte, une comptine enfantine que de raconter ça. Quand on lit le 19e et le 20e siècle français jusqu'au début des années 1950, le développement économique de la France, franchement, c'est pas une comptine pour enfants. C'est dur. C'est dur, il y a des conflits, etc., etc. L'un de ces conflits, naturellement, naît de l'inégalité, et l'inégalité rend la corruption absolument insupportable. Et on sait bien, c'est dans le livre aussi, au chapitre économique, on sait bien que le succès économique a engendré des inégalités, surtout le type de développement économique que nous connaissons tous à l'Occident comme en Chine, le type de développement économique actuel. Donc oui, la corruption, certainement. Alors, bon, moi, je pense que, personnellement, je réagis aussi en français. Évidemment. Dans un pays comme la France, qui n'est pas très bien classé d'ailleurs, qui n'est pas très bien classé par une ONG comme Transparency International d'ailleurs, enfin, qui a encore des progrès à faire en matière de corruption locale ou nationale. Eh bien, si vous voulez, un des instruments les plus forts dans la lutte contre la corruption, c'est la presse. C'est la latitude laissée à la presse pour enquêter. Donc c'est notre pratique de la presse qui est un des éléments les plus forts, un des barrages les plus importants contre la corruption. Ça, c'est mon apport, c'est mon regard français. Français, voilà. Vous pensez que la presse française a bien joué son rôle ? Oui, en général, oui. Dans ce domaine-là, oui, absolument. Oui, pas dans tous les domaines, mais dans celui-là, oui, absolument. Et d'ailleurs, nous avons publié les rapports de Transparency International, par exemple, qui critiquaient la France sur un certain nombre de marchés publics, etc., etc. Donc, je pense que oui, en ce sens, voilà, il y a toute une partie du livre dans laquelle je retrouve tout à fait des phénomènes qui ne sont pas inconnus à l'histoire de France, si vous voulez. La violence du développement économique, c'est pas une partie de plaisir comme ça. Ça se fait dans le conflit, ça se fait dans la casse, c'est difficile. Et d'autant plus que le type de développement que nous avons aujourd'hui produit des inégalités. Et ces inégalités, naturellement, les gens qui les subissent, eh bien, ça rend d'autant plus insupportable la corruption. La Chine ne fait pas exception à la règle. Hein. Oui, bien sûr, moi je pense que c'est tout à fait humain. Avant, dans la révolution culturelle, on vit plutôt une période exceptionnelle, on n'a pas l'intérêt, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas d'individualisme. C'est collectivité, on mange dans la même cantine, on est supervisé, donc c'est égalité totale, il n'y a pas de cadre, tout le monde est prolo. Mais maintenant, c'est la liberté d'entrepreneuriat, de certains qui profitent, surtout les cadres, parce qu'à l'époque, il y a 40 ans, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'instruction. On signe un papier, on donne, il y a pour parler, pour boire, vous savez, ça c'est entre l'économie et la politique. Mais l'État qui est conscient. Ce qui est bien, c'est que l'État est conscient, le pouvoir est conscient. Si l'État qui est dans une euphorie, il se contente de ce miracle économique, c'est très mauvais. Maintenant, c'est la solidarité entre le pouvoir et le peuple. Donc, c'est pour ça que nous avons la nouvelle Chine. C'est pour ça qu'on a l'espoir. Il faut voir les choses de l'autre côté. Il ne faut pas voir qu'on a dénoncé combien, c'est un pays foutu. Non, c'est une volonté de faire de l'État. Parce que pour l'État, pour Xi Jinping, pour les communistes, c'est vie ou mort de la Chine. C'est important. Donc moi, je pense que quand je vois des choses, plutôt je vois la détermination. Je vois que c'est le feuille de route qui est tracé par le pouvoir. C'est pour ça que moi, j'ai la confiance.